Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vais vous parler d'un article de sociologie qui a été publié par deux chercheurs dans l'American Sociological Review en 2016. Donc les chercheurs, il y en a un qui s'appelle Bonikowski et il y en a un autre qui s'appelle Di Maggio. Et ils ont fait un article qui en anglais s'appelle, enfin si on traduisait littéralement, les variétés du nationalisme populaire américain. Et moi j'ai pas trouvé que c'était une traduction tout à fait satisfaisante, puisque moi personnellement j'utilise plutôt la notion de nationalisme pour désigner une orientation politique de droite. Donc moi je propose de traduire ça en français par quelque chose comme les variations du sentiment national aux États-Unis. Parce que ce dont ils font l'étude, c'est plutôt des attitudes des gens, des croyances des gens sur leur identité, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, etc., sans que ça implique immédiatement le soutien à telle ou telle idéologie politique ou à telle ou telle mesure politique en particulier. Donc voilà, c'est plutôt une enquête sur les identités sociales que sur les comportements politiques. Donc je préfère traduire ça par le sentiment national. Bon, alors je l'ai traduit une partie de cet article donc sur mon ancien blog, ça fait un moment que j'ai fait ça. Je ne vais pas tout vous expliquer sur l'article, je n'ai pas tout traduit l'article, notamment certains aspects méthodologiques qui étaient un petit peu lourds. Je vais passer rapidement sur le début en disant que en fait ce qu'ils font c'est qu'ils cherchent à tester des attitudes relatives à des orientations psychologiques, on pourrait dire, ou à des sentiments qu'auraient les gens. Donc voilà, c'est des items, voilà, on construit un item de comportement et puis on cherche à savoir si les individus se comportent comme l'attitude a été décrite ou pas. Donc ils construisent des catégories d'identification nationale. Euh, qui serait le fait que les individus ont une forme d'affiliation, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui prime sur d'autres sentiments d'appartenance possibles tels que la parenté, la religion, les intérêts économiques, la race ou la langue. Et ça amène le fait que quand on pose la question aux gens est-ce qu'ils se sentent plus proches de l'Amérique ou d'une autre région ou d'une autre entité politique autre que l'Amérique dans son ensemble, l'Amérique étant conçus comme les États-Unis, hein, parce qu'ils ont un peu cette tendance d'impérialisme linguistique. La majorité des interrogés à 51% se disent plus proches de l'Amérique que des autres entités politiques. Donc voilà, ça c'est le critère de l'identification nationale. Bon, après il y a d'autres critères, mais moi je vais pas trop m'attarder sur les items là qui testent. On demande aux gens s'ils se sentent vraiment américains, s'ils se sentent fiers d'être américains, si ça a une importance pour leur sentiment national d'appartenir à une religion en particulier, etc., etc. Ensuite, ils testent un autre item qui est la fierté nationale, qui se définit comme l'effet positif que le public ressent envers son pays. Donc on demande aux gens si on sont fiers, très fiers, s'ils sont très fiers de tel domaine en particulier ou de tel domaine en particulier, telle ou telle réalisation qui serait liée à l'Amérique, nanana. Le dernier item testé, c'est l'orgueil national, qui sera défini comme une forme d'excès ou d'inconditionnalité vis-à-vis de l'adhésion. Et ça donne des résultats du genre. Ouais, ça donne des choses assez contre-intuitives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent, qui se déclarent très américains, mais quand on leur pose des questions du style est-ce qu'il faudrait que la plupart des gens dans le monde ressemblent davantage aux Américains? Seuls 42% des gens disent qu'ils le souhaiteraient. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent être très fiers de leur pays, mais ne pas vouloir que les autres leur ressemblent, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal. Et seuls 37% des sondés déclarent qu'il faut soutenir son pays, qu'il ait raison ou tort. Ça, c'est sur la question de l'orgueil, hein, de savoir jusqu'à quel point l'adhésion
prime sur d'autres valeurs morales possibles que l'identification à la nation. Ensuite, inversement, leurs demandes s'ils ont honte de leur pays, sous quels aspects, nanana, bon. C'est pas vraiment ce qui m'intéressait dans l'article, c'est pas vraiment les items ou les comportements qu'ils testent, c'est plutôt les conclusions de l'article en fait sur lesquelles je vais m'attarder et finalement le découpage qu'ils arrivent à faire entre différentes populations types ou échantillons voilà, qui se distribuent dans une certaine attitude. Et c'est sur cette typologie, parce que j'aime beaucoup les typologies, que je vais m'attarder ce soir avec vous. Donc à la fin, ils arrivent, c'est assez empirique hein, comme étude, hein, les Américains ils ont cette réputation, enfin les Anglo-Saxons plutôt, ils ont cette réputation d'être plutôt portés vers euh, l'analyse, enfin la constitution d'échantillons ou de données et moins vers la théorisation abstraite. Donc en fait le résultat de l'article ça va être de découper 4 catégories idéologiques différentes, les nationalistes ardents, les désengagés, les nationalistes restrictifs et les nationalistes du credo. Donc voilà, je vous demande de garder à l'esprit ces 4 catégories. Éventuellement, je les écrirai si c'est pas clair. Mais ils arrivent à découper 4 ensembles dans la population de leur étude. Et ce qui va être détaillé dans l'article, en fait, c'est que d'un côté, ils vont décrire des attitudes types qui constituent l'un de ces idéotypes. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être un nationaliste ardent du point de vue idéologique, si vous voulez. Et ensuite, dans un second temps, pour chaque catégorie, ils vont indiquer qui sont socialement les gens qui adhèrent à telle vision du monde, en fait. Donc l'article, finalement, dans sa typologie, met en relation deux types d'éléments. D'un côté, on a donc, les types de nationalisme, entre guillemets, ou les types d'attitudes idéologiques possibles. Donc un élément voilà, qui est de l'ordre de la croyance ou de l'idéologie, appelez ça comme vous voulez. Et d'un autre côté, il y a qui sont socialement les gens qui adhèrent à cette vision du monde. C'est-à-dire où se retrouve cette vision du monde si on raisonne en termes de groupes sociaux. Sachant que la sociologie peut se définir approximativement comme la science sociale qui cherche à rendre compte des formes et des relations structurelles qui composent la société. Donc c'est assez abstrait, hein, mais il s'agit de voir finalement où est-ce qu'on retrouve l'idéologie en question si on découpe la société en sous-ensemble de groupes. En fait. Et c'est intéressant en soi, hein, les résultats de l'étude. Par contre, je vous indique tout de suite qu'il y a une petite limite quand même méthodologique dans les conclusions de l'article. C'est que ça ne nous dit pas, en tout cas il n'y a pas beaucoup de pistes d'explication sur pourquoi c'est tel et tel groupe qui adhère à telle vision du monde. C'est-à-dire que d'un côté, ils construisent des visions du monde, donc ce que je vais appeler des idéotypes, comme par exemple le fait d'être un nationaliste ardent, et d'un autre côté, ils voient quels sont les types de populations qui adhèrent à la vision du monde décrite, mais ils n'apportent pas forcément d'explication à pourquoi c'est tel groupe qui adhère à telle vision du monde. Donc ça ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on pourrait vouloir souhaiter comprendre. Peut-être que moi, personnellement, je vous proposerai quelques intuitions ou quelques explications possibles qui me viennent au fur et à mesure de la lecture, mais en gros, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, hein, il y a deux résultats de la recherche. On construit des catégories idéologiques et on voit qui c'est qui s'en réclame. Donc, premier type de groupe, les nationalistes ardents. Donc ça fait 24% des sondés, donc un quart des réponses. C'est ceux qui sont les plus susceptibles de se dire très proches de l'Amérique. C'est ceux qui sont le plus susceptibles de dire qu'il est très important que un vrai Américain possède les 7 caractéristiques sur lesquelles les sondés ont été interrogés. Alors j'ai pas repris les liste des caractéristiques, peut-être que ça sera expliqué à un autre moment. C'est ceux qui sont les plus susceptibles de se dire très fiers sur les 10 sources potentielles de fierté. Donc les sources potentielles de fierté, c'était des trucs comme la culture, les réalisations économiques, le fonctionnement des institutions, et ainsi de suite. Et c'est ceux qui sont les plus susceptibles de se dire d'accord ou très fortement d'accord avec les 5 mesures de l'orgueil national. Donc c'est des trucs du style tout le monde devrait être comme les Américains sont le plus beau pays du monde, il faut défendre son pays qu'il ait raison ou tort, et ainsi de suite.
Donc ils ont les meilleurs scores sur l'identification, la fierté, l'orgueil, nanana. De larges majorités de ce groupe indiquent que pour être vraiment américain, il est très important d'avoir une citoyenneté qui sera liée à cette condition, d'avoir la capacité de parler anglais, d'avoir le sentiment, donc subjectivement, d'être vraiment américain, d'avoir vécu en Amérique la majeure partie de sa vie. Mais ils ne sont pas aussi nombreux, seulement 86%, à penser qu'il faut forcément être né sur le territoire américain, ou ils sont seulement 75% à penser qu'il faut être chrétien pour être américain. Donc si nous disent qu'ils sont moins nombreux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres catégories, ça pourrait être encore plus haut, bon, on voit que c'est quand même des chiffres assez élevés. Hein. La grande majorité des gens de ce groupe estiment que l'identité américaine est indissociable du fait d'être né dans le pays, et beaucoup pensent quand même que c'est lié à la chrétienté. Alors dans ce groupe, la grande majorité semble considérer les juifs, les musulmans, les agnostiques et les citoyens naturalisés comme quelque chose de bien inférieur à un vrai américain. Donc on est toujours sur la description de la vision du monde des gens qui sont nationalistes ardents et qui sont 24%. Hein. Donc pour eux, voilà, il y a des citoyens qui sont quand même un peu inférieurs aux autres. Et c'est ceux qui n'auraient donc pas soit le fait d'être natifs du pays, soit le fait d'avoir la bonne religion qui serait le christianisme. Il déclare être très fier des forces armées, de l'histoire et des réalisations technologiques. Nanana. Ils sont un peu moins fiers au niveau du fait que la justice serait répartie de manière équitable entre tous les groupes dans le pays. Seulement 56% sont d'accord avec cette affirmation. Seulement 48% sont d'accord avec le fait que les États-Unis ont un poids politique satisfaisant dans les affaires du monde, etc. etc. Bon. Nanana. Bon alors, où est-ce que c'est dit leur groupe social là? Alors, voilà, donc si on isole la population, donc l'individu statistique qui appartient à ce groupe, qui est-il socialement la personne qui typiquement sera un nationaliste ardent? On nous dit que ça va être un homme blanc, évangéliste ou protestant, qui pratique sa religion de façon traditionnelle, avec relativement peu d'éducation scolaire, vivant dans le sud. Donc jusque-là, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire ou enfin, qui ont déjà des connaissances sur les États-Unis, ça ne va pas forcément les surprendre. Ils ont de 8 ans de plus que l'échantillon moyen, avec un âge moyen de 51 ans. Les nationalistes ardents auront un revenu relativement faible. Et ils sont plus susceptibles que les autres groupes d'avoir interrompu leur scolarité après le lycée. Sachant que dans mes souvenirs, le lycée américain, c'est plus l'équivalent du lycée français. Enfin, en tout cas, ils ont un niveau d'études qui est plutôt bas par rapport aux autres groupes. Sur le plan politique, ils sont les plus susceptibles de s'identifier comme des républicains forts, donc l'aile droite du parti de droite, on va dire. Et ils sont les moins susceptibles de s'identifier comme démocrates. Bon, jusque-là, c'est très cohérent. Après, on nous dit qu'il y a une minorité dans ce groupe qui est quand même démocrate, mais qu'elle a des caractéristiques encore différentes. Voilà, ceux qui sont dans ce groupe-là sans avoir toutes les caractéristiques précédentes, ils ont... voilà, bon, ils ont des spécificités. Et 18% des nationalistes ardents seraient liés à des organisations d'anciens combattants, sachant qu'il y a une partie importante de la population américaine qui a fait un passage à un moment donné ou pas dans l'armée. Bon. Donc là, on voit qu'on a une certaine vision de la société qui est voilà, de droite, on va dire, hein, bon, mais qui surtout est... Parce que j'ai pas envie de trop classifier ça en termes politiques, même si on nous dit que c'est quand même lié à un certain parti aux États-Unis. Mais en tout cas, les gens qui sont les plus fiers, qui sont les moins critiques, enfin voilà, qui ont de l'orgueil national, comme ça a été dit, euh, ils ont voilà, les caractéristiques qui ont été indiquées et qui ne sont pas forcément spécialement étonnantes. Donc surreprésentation dans la population blanche, évangélique, pas trop éduquée, traditionnaliste et plutôt dans le sud. Donc la question évidemment qu'il faudrait explorer ensuite, c'est pourquoi c'est ces gens-là qui ont cette vision-là du monde. Alors deuxième archétype, les désengagés.
Donc là, on a vu 25% déjà des gens qui ont été sondés. Hein. Les désengagés sont seulement 17% de l'échantillon, donc c'est pas vraiment un quart à chaque fois, mais voilà, bon, on va simplifier en disant que c'est à peu près des groupes de un quart. Les désengagés n'éprouvent pas les croyances et sentiments nationalistes les plus répandus. Ils sont particulièrement peu fiers des institutions de l'État et semblent s'abstenir de s'engager à fond dans une identité nationale. Il y en a seulement 21% de ce groupe-là, donc 21% des 17%, donc il faut faire attention parce que c'est des pourcentages hein, quand même. Hein. Donc on va dire qu'il y en a seulement une minorité de ces 17% qui se dit très proche de la nation, et la moyenne de tous les échantillons confondus, c'est 56%. Donc on va dire qu'ils sont 2 fois moins susceptibles de se dire fiers que la moyenne des échantillons. Donc ils sont les moins susceptibles de... Ils sont les moins susceptibles de soutenir une caractéristique donnée comme étant très importante pour être vraiment américain. Par exemple, seulement la moitié des personnes interrogées jugent très importante la capacité de parler anglais, tandis que 99% des autres blocs considèrent que c'est important de parler anglais pour être vraiment américain. Donc ils n'accordent pas vraiment d'importance au fait d'être chrétien, d'être né ou d'avoir vécu très longtemps aux États-Unis par rapport aux autres groupes. Bon, ils ont un niveau de fierté nationale qui est plus bas. Seulement 10% disent qu'ils sont très fiers du fonctionnement de la démocratie américaine. Seulement 7% disent qu'ils sont très fiers de l'égalité de traitement de tous les groupes. Seulement 20% sont fiers de l'histoire américaine. Bon, on voit qu'ils ont les sentiments les plus bas d'adhésion et de satisfaction par rapport à leur identité nationale. Alors, qui étaient ces Américains les moins nationalistes? C'est ça qui est intéressant du point de vue sociologique, c'est de faire le lien. Donc, ils sont plus jeunes que le groupe d'avant, ils ont une moyenne d'âge de 38 ans. Ils étaient les plus jeunes de toutes les classes. Hein? Les Afro-Américains et les répondants de la catégorie autre étaient surreprésentés dans leur rang, tout comme les répondants nés en dehors des États-Unis. Donc statistiquement, si vous êtes afro-américain ou né en dehors des États-Unis, vous avez plus de chances d'être dans ce bloc que dans le bloc précédent ou dans les autres blocs. Les juifs et les personnes interrogées ayant choisi aucune religion ou autre religion que le protestantisme étaient surreprésentés dans cette classe. Donc ils ne sont pas protestants, ou en tout cas beaucoup moins que la moyenne. Sachant que le protestantisme est la religion majoritaire aux États-Unis, traditionnelle. Voilà. Alors, ils ont des revenus plus bas que les autres classes, mais ça serait principalement, enfin, ce serait en tout cas fortement lié à la variable de l'âge. Donc, il faut faire attention à l'effet de cette variable pour pas présupposer qu'ils sont tous pauvres. Ils ont plus de revenus moyens que les nationalistes restrictifs et ardents. Donc, le type ardent, on les a déjà vus. Donc, ils sont plutôt dans la moyenne des revenus. Hein. C'est pas les plus riches, mais c'est pas les plus pauvres non plus. Bon, il y en a 10% qui n'avaient pas la nationalité américaine, donc déjà on se demande pourquoi on les interroge. C'est un petit peu étrange quand même. Alors, les membres de cette classe étaient bien éduqués, donc ils sont pas forcément riches, comme ça a été dit, ils sont même les plus pauvres, mais ils ont un niveau d'éducation qui est meilleur et probablement que leurs revenus vont finir par monter au cours de leur vie. Ils sont plus jeunes, ils sont plus susceptibles que les autres d'être classés comme étant des non-blancs, plus susceptibles d'avoir aucune foi à raison de 36%, et plus susceptibles à 80% d'avoir une appartenance politique qui sera démocrate. Ouais. Alors, ils nous disent ensuite, la classe désengagée mélange un ensemble relativement restreint d'immigrants prospères, dont les opinions peuvent refléter un manque d'identification avec les États-Unis, avec un ensemble beaucoup plus important de sondés de naissance relativement jeunes et bien éduqués qui favorisent les démocrates, et sont souvent, mais pas exclusivement, membres de minorités ethno-raciales ou religieuses. Donc en gros, c'est des gens de classe moyenne qui soit sont liés à des minorités religieuses, soit sont liés à au fait d'avoir
pour certains d'entre eux de ne pas être nés aux États-Unis, soit sont des blancs démocrates qui ne s'identifient pas spécialement au fait d'être américains. Ok. Ensuite, on a les nationalistes restrictifs. Alors jusque-là, c'était relativement facile parce que je vous ai présenté les deux blocs qui étaient aux extrêmes du sentiment national. On a vu ceux qui l'étaient le plus, donc vraiment ceux qui ont toutes les cases et même plus, qui ont toutes les cases, y compris pour l'orgueil, enfin voilà, c'est vraiment les taux les plus élevés. C'est les nationalistes ardents, et ensuite l'autre opposé du spectre, on pourrait dire, on a vu les désengagés. Et il y a deux catégories qui sont ni l'un ni l'autre, du coup, qu'on ne peut pas classer sur un spectre purement et simplement du plus vers le moins en termes d'identification nationale. Donc les nationalistes restrictifs, ils ont des niveaux modérés de fierté nationale, mais en même temps, ils ont la tendance la plus élevée à définir le fait d'être vraiment américain de façon exclusive. Donc ça veut dire qu'ils ne s'identifient pas tant que ça au fait d'être américain, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent l'être. Vous voyez, ça crée une certaine ambiguïté parce que c'est pas les mêmes variables enfin, ils cochent pas toutes les cases, si vous voulez. Ils cochent certaines des cases du spectre, mais pas toutes. Donc les nationalistes restrictifs, on les opposera au dernier type, qui sont les nationalistes du credo. Alors, les nationalistes restrictifs, ils sont un groupe important, puisqu'ils sont 38% de l'échantillon. Donc je vous avais dit qu'on pouvait résumer à un quart, mais c'est pas vrai. En fait, il y a un gros paquet de nationalistes restrictifs. Donc je le répète parce que c'est peut-être un peu dur à suivre. Nationalistes restrictifs, ils s'identifient moyennement à la nation, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit d'être américains. Ou qui peuvent l'être. Donc, les membres de ce groupe. Bon, ils ont quand même un taux de fierté nationale qui est pas trop ridicule. Hein. Seuls 18% disent n'avoir jamais eu honte des États-Unis. Nanana. Ouais, donc c'est ça le paradoxe de cette classe, c'est qu'ils ont une conception restrictive de l'appartenance nationale, mais en même temps ils ne sont pas très fiers des réalisations américaines. En fait, les sociologues vont jusqu'à dire que leur réponse aux questions sur la fierté était plus proche, dans la plupart des cas, de celle des désengagés que celle des nationalistes ardents ou des nationalistes du credo. Donc c'est-à-dire qu'ils sont presque aussi bas que les gens qui sont désengagés en termes de fierté nationale, mais quand même, il n'y a pas grand monde qui a le droit d'être américain. Et encore une fois, c'est un paradoxe qui est important d'essayer de s'attarder un petit peu dessus, parce que c'est 38% de l'échantillon, hein, ça veut dire voilà, au moins une personne sur trois qui répond comme ça. Hein. Alors, qui sont ces gens qui ont donc cette attitude paradoxale d'identification moyenne, mais de fait d'être très exclusif vis-à-vis de qui peut être américain? Une généralisation grossière les dépeindrait comme des Américains défavorisés par rapport à une combinaison de critères ethniques, de sexe ou de classe sociale. Les femmes étaient surreprésentées parmi les nationalistes restrictifs. Les revenus moyens étaient les deuxièmes plus faibles de toutes les classes. Et un pourcentage relativement faible des personnes interrogées ont poursuivi leurs études au-delà du lycée. Les Afro-Américains étaient fortement surreprésentés dans cette classe, 68% ont été affectés à ce groupe, tout comme les Hispaniques. Les protestants noirs étaient également représentés en grand nombre, beaucoup plus que dans toute autre classe, tout comme les protestants évangéliques. Donc, ça fait beaucoup de monde qui sont différents a priori, hein, mais qui ont tous le point commun, ou qui auraient le point commun en tout cas d'être défavorisés par rapport à une combinaison de critères ethniques, de sexe ou de classe sociale. Donc c'est des gens pour lesquels ça va pas vraiment bien, un deuxième plus faible en termes de revenus, ça va pas spécialement bien pour eux économiquement. Sur le plan politique,
Les indépendants étaient fortement surreprésentés, ce qui suggère une gravitation vers la classe restreinte des personnes politiquement mécontentes. Nanana. Donc ils peuvent voter aussi bien démocrates que républicains, ces gens-là, mais ils votent pas pour les républicains fortement partisans. Donc ils votent pas pour ce qu'il y a de plus à droite. Hein, c'est assez déconcertant quand même. Euh... Donc ce qu'ils nous disent à la fin, c'est que cette forme de nationalisme reflète davantage le ressentiment que l'idéologie. Donc, ça voudrait dire, je regarde vite fait la fin. Ouais, bon, alors je vois qu'il y a des explications en plus. Alors attendez, je jette un œil à ça. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous décrire tous les archétypes et ensuite je dirai les notes qui les comparent parce que ça va être plus simple pour moi. Mais en tout cas, ce qu'on peut essayer de retenir sur la catégorie des nationalistes restrictifs, c'est qu'ils ont le paradoxe, donc déjà ils sont nombreux, hein, 38%, ils ont le paradoxe d'être à la fois modérément fiers du pays, mais en même temps qu'ils ont des sentiments d'hostilité ou de fermeture vis-à-vis de qui a le droit d'être américain. Et ensuite, quand on se demande qui sont-ils socialement, on voit ils sont dans des groupes désavantagés selon différentes variables. Donc voilà, on a décrit les différents types que ça peut être. Ça peut être dans une proportion non négligeable des Afro-Américains, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, ou des Hispaniques. Ouais. Donc c'est peut-être des gens qui se vivent pas comme l'Américain type, donc qui ont un sentiment d'adhésion à la nation qui est moyen, enfin, qui est intermédiaire, mais en même temps, comme ils ont une certaine frustration sociale, parce qu'ils sont quand même dans... où est-ce que ça a été dit? Ils sont quand même dans le deuxième groupe le plus faible en termes de revenus, donc ils pourraient avoir, genre, on reviendra à la fin sur les conclusions, mais ils pourraient avoir ce sentiment de définir leur identité en termes fortement restrictifs par ressentiment social. En tout cas, c'est une piste. Les nationalistes du credo. Alors eux, ils sont intéressants à étudier par différenciation avec le groupe précédent. Et moi, je trouve que c'est un archétype qui est pas mal intéressant parce que c'est celui auquel spontanément j'aurais le plus tendance, moi personnellement, à adhérer, même s'il faut évidemment faire toutes sortes de transpositions, puisque la France n'est pas les USA, etc. Mais idéologiquement, quand on me décrit l'archétype du nationalisme du credo, j'ai l'impression de voir le genre de truc auquel moi personnellement j'aurais tendance à adhérer. Donc, les nationalistes du credo sont des gens pour qui la conception nationale est associée à un ensemble de principes libéraux, entre guillemets, universalisme, démocratie, état de droit, parfois appelé le credo américain dans un certain nombre d'études qui ont fait date. Donc ces nationalistes du credo représentent 22% de l'échantillon. Donc c'est pas tout à fait un quart, mais bon, on va dire voilà, c'est à peu près un quart. Ils sont très fiers de leur pays, mais ils n'imposent que peu de restrictions à ceux qui souhaitent se déclarer vraiment américains. Donc en fait, c'est intéressant de les distinguer par rapport aux ceux de juste avant, c'est-à-dire aux nationalistes restrictifs. Les nationalistes restrictifs, ils étaient moyennement fiers de leur pays, mais très durs sur qui peut appartenir aux États-Unis. Alors qu'inversement, les nationalistes du credo, ils sont très fiers de leur pays, mais peu exigeants, ou en tout cas moins restrictifs que les autres, sur qu'est-ce qui est une condition pour être vraiment américain. Enfin, est-ce que quand on n'est pas protestant, on peut être vraiment américain ou je sais pas quoi, hein, et ben les nationalistes du credo, ils sont assez ouverts sur qui peut être vraiment américain. Donc ils ont un niveau élevé de l'identification nationale, 65% se disent très proches de l'Amérique, un pourcentage comparable à celui des nationalistes fervents, donc ça c'est intéressant. Comme le premier groupe qu'on a vu des nationalistes fervents, ils ont un haut taux d'identification à la nation, mais comme on va le voir dans les conclusions, c'est pas du tout le même type de population sociologique. Donc c'est très intéressant parce que ça nous montre que des gens qui sont très différents
Enfin, je reviendrai sur leurs caractéristiques, quoi, mais on va voir que c'est des gens qui sont socialement très différents du premier groupe, et en même temps qui peuvent avoir un taux de fierté aussi élevé que le premier groupe. Par contre, ils étaient moins susceptibles que les fervents nationalistes de se dire très fiers des réalisations américaines, mais ils le sont plus susceptibles que les restrictifs ou les désengagés. Donc voilà, c'est quand même le groupe qui arrive en numéro 2 hein, sur une échelle de qui est le plus fier. Nanana. Ils sont fiers au niveau de la science et de la technologie. Nanana. Comme tous les autres groupes, sauf les désengagés, ils ont fortement soutenu les idées selon lesquelles l'Amérique était un meilleur pays pour vivre que la plupart des pays dans le monde, et qu'il vaut mieux être un citoyen américain. Nanana. Par rapport aux nationalistes restrictifs, donc ceux qu'on a vus juste avant, à raison de 85 contre 69%, ils sont plus susceptibles de dire qu'il faut respecter les institutions, les lois américaines, et que c'est très important pour être américain. Ça pourrait vouloir dire que pour les nationalistes du credo, le respect des lois et des institutions, c'est vraiment ça qui est au cœur du fait d'avoir l'identité de la nation, tandis que les gens qui sont nationalistes restrictifs auront beaucoup plus de critères ethniques ou culturels à mettre en avant, et ils auront une définition qui est beaucoup plus fermée, limitative de qui peut vraiment être américain. Ils sont moins légalistes, et probablement qu'ils sont moins légalistes parce qu'ils ont moins confiance dans les institutions ou qu'ils ont plus de frustration sociale, et quand on a plus de frustration sociale, ben on a moins confiance aux institutions, etc. Donc dans les sciences du credo, peu considèrent qu'il est important d'être chrétien pour être américain, ou d'être né aux États-Unis, ou d'y avoir même vécu la majeure partie de sa vie. Donc finalement, on peut devenir américain relativement facilement selon les membres de ce groupe. Alors c'est là où c'est intéressant, qui était-il socialement? Donc ce dernier groupe, les nationalistes du credo. Pour la plupart, ce sont des hommes et des femmes sur lesquels le destin a souri. Hein. On notera la traduction qui est magnifique parce que c'est pas du bon français, mais parmi tous les groupes, ils étaient les plus susceptibles d'être titulaires de diplômes supérieurs et d'avoir obtenu un diplôme universitaire. Le revenu de moyen de dollars est supérieur de près de 40% à celui du groupe le plus riche suivant, qui est celui des nationalistes fervents. Entre parenthèses, je le note parce que c'est intéressant, les deux groupes qui ont le plus haut niveau de fierté nationale sont les deux groupes les plus riches. Donc, je dis pas que les riches sont spontanément fiers de leur pays, hein, mais apparemment ça... attendez, une petite coupure. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement, prenez votre mal en patience, j'ai une petite coupure internet. Ok, c'est bon, c'est revenu. Salut Laurent. Excusez-moi, chers amis, pour le problème de connexion. Donc je reprends, j'avais bientôt fini mon Si vous pouvez remuter vos micros, s'il vous plaît. Oui, merci. Euh, donc j'en étais à mon histoire de nationaliste du credo. Donc c'est ce que je disais juste avant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les deux groupes qui ont les taux de fierté nationale les plus élevés sont dans les groupes les plus riches.
Donc on peut évidemment pas en conclure que les riches sont patriotes ou je sais pas quoi, parce qu'on a des exemples assez nets du contraire. Néanmoins, en termes de revenus moyens, ça semble quand même aider à... Moi, j'aurais tendance à dire que les groupes riches par rapport aux groupes pauvres, de façon moyenne, hein, sont mieux insérés socialement, et quand ils sont mieux insérés socialement, ils ont plus de confiance sociale, et que ça les aide à avoir une forme d'identification avec la société, donc aussi avec sa dimension nationale. Bon, ce serait peut-être un peu court comme explication, enfin, en tout cas, je note le fait, hein, le fait est là, quoi. Donc, hein, les explications des faits sont plus dures à cerner que les faits en eux-mêmes. Donc, ces nationalistes du credo qui ont les propriétés que j'avais décrites ont une certaine prospérité économique. Ils sont plutôt républicains, mais quand ils sont républicains, ils ne sont pas aussi souvent adeptes des républicains les plus à droite. Donc, ils sont dans le parti républicain, mais pas forcément pour les plus à droite. Ils sont plus susceptibles que tous les autres groupes d'être nés en dehors des États-Unis. Donc ça explique probablement pourquoi il y en a beaucoup qui considèrent que c'est pas important d'être né sur le sol américain pour être américain. Hein. Eux-mêmes, une partie non négligeable, 23%, n'est pas né sur le territoire américain. Très peu d'entre eux étaient des Afro-Américains, ou identifiés comme protestants noirs. Cette catégorie comprend la plus grande partie des personnes qui se classent dans autres races, ainsi que la catégorie juive. La catégorie catholique est bien représentée. 28% des gens de ce groupe sont des catholiques. Mais il y a moins de protestants. Au niveau régional, les nationalistes du credo étaient surreprésentés dans les États du Pacifique et des montagnes et sous-représentés dans le nord-est et dans le sud. Donc, ils nous disent, les sociologues, sur le plan social, que les gens qui sont des nationalistes du credo, qui ont cette vision-là de l'identité américaine, sont ceux pour lesquels le rêve américain a fonctionné. Dans de nombreux cas, cependant, leurs origines immigrantes, leur foi religieuse, leur identité raciale ou leur situation régionale les a placés à la périphérie de ce qui est souvent représenté comme le courant dominant américain. Nous soupçonnons que cette combinaison de succès économique et de marginalité biographique produit une affinité pour une compréhension largement plus inclusive de la nation. Donc en fait, c'est des gens qui ont une bonne adhésion au fait d'être américains, un sentiment d'appartenance nationale élevé, mais comme ils n'ont pas forcément les traits typiques de ce qui est considéré comme l'américain moyen, ils ont une conception plus ouverte de l'identité sociale et de qui peut appartenir à la nation américaine. Hein, c'est cette combinaison qui ferait le combo, et puis ils ont un niveau d'éducation qui est le plus élevé, donc effectivement, ça... On sent effectivement qu'ils ont une conception de l'identité de la nation qui est assez universaliste, qui est assez légaliste, voilà, qui n'est pas, ils ne sont pas dans l'anxiété sociale que peuvent avoir d'autres groupes puisqu'ils ne font pas partie des plus pauvres, donc ils n'ont pas cette crispation sur l'identité que pour avoir d'autres groupes. Et puis géographiquement, bah, ils ne sont pas dans le sud. Hein, et là, je reviens à ce que je disais au départ sur qui sont les nationalistes ardents. Le nationaliste ardent qui est statistiquement, typiquement, un homme blanc, évangélique, peu éduqué, du sud des États-Unis, et ben ils en font pas partie. Enfin, statistiquement, c'est pas cela. Donc on voit bien, même si on n'a pas forcément l'explication de qu'est-ce qui cause les liens, qu'il existe quand même des liens entre une certaine conception de l'identité américaine et une certaine appartenance sociale qui peut s'expliquer à la fois sociologiquement, mais même aussi géographiquement. Alors, conclusion de l'étude, quelques éléments que j'aurais pas dit et qui sont dits dans les conclusions. Les gens qui sont désengagés sont plus favorables au multiculturalisme et aux positions connexes. Mais c'est logique parce que c'est ceux qui s'identifient le moins à l'unité nationale, donc ils cherchent probablement une autre conception de la société. Ils pensent qu'il serait très important que le gouvernement fasse plus pour protéger les droits des minorités, mais comme ils y appartiennent souvent, c'est pas forcément plus très surprenant. Ils sont plus souvent les désengagés, donc un groupe de 17%. Ils sont plus souvent parmi ceux qui pensent que les minorités devraient conserver leurs coutumes et traditions distinctives. Bon,
Alors, un fait qui est paradoxal et qui est amusant, c'est que les nationalistes ardents, donc la première catégorie, hein, encore une fois, hommes blancs, évangéliques du Sud, nanana, est plus susceptible que les nationalistes du Credo de soutenir l'aide gouvernementale pour la protection des cultures minoritaires. Donc ça, on pourrait le voir en se disant, bon, tentative d'explication, parce que c'est vrai que c'est un fait bizarre, on pourrait se dire, peut-être que pour les nationalistes ardents, les gens qui sont sur le territoire américain mais qui ne sont pas considérés comme américains, bah, finalement, ce serait bien qu'ils gardent leur trait distinctif, comme ça on verra bien qu'ils ne sont pas américains et qu'ils sont, je sais pas moi, indiens ou hispaniques. Tandis que les gens qui sont nationalistes du Credo ont plus l'idée que les minorités culturelles devraient s'intégrer, parce qu'en fait, elles les croient intégrables, tout simplement, hein, alors que le premier groupe les croit peut-être moins intégrables, justement. Si je trollais un petit peu, je dirais que cette attitude-là, ce serait du multiculturalisme de droite, hein. C'est-à-dire il faut que les minorités restent bien visibles en tant que minorités et ne s'intègrent pas trop, quoi. Donc tout à l'heure, on parlait des nationalistes restrictifs, donc ceux qui sont l'avant-dernier groupe le plus pauvre et qui ont un ensemble de facteurs qu'on pourrait dire de fragilité sociale, et ils sont les plus à même de considérer que les immigrés augmentent le taux de criminalité et volent les emplois des Américains, et ils sont plus à même que tous les autres groupes de ne pas être d'accord sur le fait que l'immigration est utile à l'économie, et que les immigrés améliorent la société en apportant de nouvelles idées et de culture, et que le gouvernement dépense trop d'argent pour l'immigration. Rappelons que dans ce groupe, il y a une majorité de femmes et que ça peut être un facteur de fragilité sociale au niveau socio-économique. Donc finalement, les nationalistes restrictifs, ils n'ont pas un sentiment fort d'adhésion à l'identité américaine, mais par contre, il faut vraiment faire quelque chose contre les étrangers, les immigrés, parce qu'ils nous volent nos emplois. Donc là où, enfin, ils nous volent nos emplois et ils causent des problèmes, etc. Donc c'est là où on peut se demander dans quelle mesure cette perception ne serait pas l'effet d'un ressentiment social, d'une concurrence économique, enfin voilà, un exutoire à une situation sociale de ce groupe-là en particulier, quoi. Puisque c'est le seul groupe, enfin c'est le groupe qui a le plus ce type d'attitude et on voit qu'il a certaines propriétés sociales qui le distinguent bien des autres, aussi bien du point de vue de sa composition que du point de vue de sa fortune. Donc les gens qui sont assez restrictifs ou ardents ont souvent des points de vue protectionnistes ou isolationnistes, bon, ça c'est tout à fait compréhensible. Ils pensent que les États-Unis devraient développer des programmes télévisés spécifiquement américains qui favorisent un contenu américain et ne pas trop importer des produits étrangers, etc., etc. Donc ils sont sur la défensive, on va dire, au niveau de tout ce qui est extérieur. Les nationalistes ardents sont plus préoccupés que les nationalistes restrictifs par les intrusions culturelles en provenance de l'étranger. Et comme on a vu juste avant que le premier groupe est beaucoup plus riche que le deuxième, bah, ça tend à confirmer mon intuition que le deuxième groupe, ce qui l'emmerde avec les étrangers, c'est pas les étrangers en eux-mêmes, c'est plutôt que c'est un exutoire à sa frustration sociale. Alors que le premier groupe n'a pas spécialement de problème économique, puisqu'il n'est pas dans les plus pauvres. Mais par contre, les questions de culture le préoccupent beaucoup. Euh, et c'est aussi peut-être lié à la religion des individus en question, mais ça, il faudrait recroiser les catégories. Alors, un des résultats intéressants de l'étude, c'est que la fierté des réalisations de la nation et vis-à-vis de l'identification nationale peuvent vacciner, c'est le terme qui est employé, hein, je laisse la responsabilité de ce terme aux auteurs, la fierté vis-à-vis de l'État-nation peut vacciner dans une certaine mesure les Américains contre les formes les plus extrêmes d'exclusion raciale ou ethnique et de xénophobie. Par exemple, les gens qui sont nationalistes ardents ont été moins extrêmes sur certaines variables mesurant ces dimensions que les nationalistes restrictifs. Et en effet, le premier groupe a un taux de fierté nationale plus élevé sensiblement que le deuxième. Donc c'est assez paradoxal parce que on vient juste de voir que les nationalistes ardents ils sont inquiets sur le plan culturel et ils veulent que l'État prenne des mesures, mais en même temps ils sont moins extrêmes dans la définition de qui peut être vraiment américain.
et ils peuvent être moins sensibles à des formes d'exclusion raciale extrême ou de xénophobie. Précisément parce qu'il est suffisamment fier dans la nation pour probablement tirer une certaine confiance en lui-même et ou pour considérer que autrui devrait ou pourrait être américain par rapport au deuxième groupe des restrictifs qui lui est vraiment à fond sur la défensive, probablement, comme je l'ai dit, en partie à cause de facteurs socio-économiques qui le poussent vers la frustration sociale. Voilà, donc comme je vous l'avais dit en introduction, hein, c'est une étude dont il ne faut pas sous-estimer les limites parce qu'elle ne nous dit pas forcément pourquoi il y a ces liens qui se font entre l'appartenance à tel groupe sociologique et l'appartenance et l'adhésion à telle tendance idéologique. Néanmoins, on voit qu'il y a une certaine... on peut au moins avancer dans la réflexion à partir de ces archétypes. Ce sont des archétypes qui sont certes pas transposables tels quels sur d'autres pays, notamment la France, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à des, euh, à des minorités religieuses ou ethniques spécifiques ou des choses comme ça. Néanmoins, on peut universaliser un petit peu, je pense, ces catégories en transformant ça en adhésion à la religion majoritaire, adhésion à une religion minoritaire, et ainsi de suite. Donc c'est des catégories qui me semblent relativement utiles pour essayer justement de penser les façons dont s'exprime le sentiment national, même dans d'autres cultures que celle qui fait l'objet de l'étude. Et puis ensuite, même si encore une fois l'explication n'est pas poussée jusqu'au bout dans ce texte, on voit quand même que il y a des liens entre l'appartenance à certains groupes sociaux et la façon dont on va considérer son propre rapport à l'État-nation et les limites qu'on peut vouloir imposer à ceux qui peuvent ou pas y appartenir. Et ça nous invite à pousser le questionnement dans ce champ passionnant qui est la sociologie de l'État-nation. Je vous remercie.